Voilà, et donc c'est un grand plaisir d'accueillir ce soir Pascal Notet. L'invitation de Pascal fait suite à des années où on s'est croisés de manière relativement espacée, puis on a participé pendant une année ou deux, je ne sais même plus, ou une et demie, je ne sais plus très bien, à un séminaire, un petit séminaire où on travaillait toute une série de questions de manière assez ouverte, mais qui avait pour cœur, on pourrait dire, la question de quelle manière la psychanalyse devait peut-être être questionnée, voire repensée dans certains de ses axes même fondateurs, pour mieux rendre compte de l'évolution des sociétés et la manière dont l'humain pouvait être envisagé aujourd'hui, notamment à l'heure à la fois de cette sorte de transformation numérique des interactions et des relations, en tout cas de cette modalité qui a pris beaucoup de place dans nos manières d'être ensemble, d'une part, et d'autre part, la question évidemment de la crise écosystémique et de la remise en question de cette espèce de centralité bizarre de l'humain à l'aune de laquelle tout est envisagé, alors que voilà, on peut considérer que l'humain fait partie d'un vivant et que peut-être cette différenciation entre humain et non humain est quelque chose qu'il faut vraiment questionner assez profondément. Voilà, tout ça part évidemment dans des directions qui sont variées, et je trouvais très intéressant d'avoir l'occasion d'entendre Pascal, bien sûr, à la force de cette conversation philosophique première qui est la sienne, et puis à laquelle s'est adjointe toute l'expérience clinique qu'il a développée pendant toute sa carrière en travaillant dans des institutions avec des autistes typiques, disons. En tout cas très, très gravement atteint, et avec laquelle il a travaillé avec des équipes qui vraiment, je dirais, s'investissaient très fort dans presque un corps à corps, on pourrait dire, avec ses enfants et adolescents. Et il m'a permis d'ailleurs de me frotter un peu à cette clinique dans une position plutôt agréable de travail avec l'équipe en décalé, mais qui m'a quand même permis de mesurer à quel point là les repères avec lesquels on était habituellement habitué de travailler étaient quand même sérieusement questionnés. Et donc je crois que c'est un des éléments qui l'a amené lui à questionner avec beaucoup de rigueur, la rigueur qui est la sienne, qu'elle en est habituée, cette théorie psychanalytique, alors qu'il a pris à partir de sa formation lacanienne, mais en questionnant beaucoup quand même les apports et l'écho quand même relativement modeste qu'ont les apports de Deleuze et Guattari. Et donc, ça aboutit à un livre. C'est le premier que tu as écrit, le premier livre. Enfin, il y a un deuxième qui est annoncé, qui serait la suite du premier. Et donc, s'inspirant de l'ouvrage de 1991 de Deleuze et Guattari, qui s'appelait Qu'est-ce que la philosophie ? Et donc, Pascal a appelé son livre Qu'est-ce que la psychanalyse ? Voilà. Alors, c'est un livre très très intéressant parce que donc, il part de la manière dont Deleuze questionne le travail de Hume. Hume qui est je ne sais pas si je prononce correctement, mais qui est un philosophe anglais donc de la première moitié du XVIIIe siècle. Et c'est assez fascinant quand même de découvrir cette pensée, et de la manière dont aussi Deleuze la reprend et la travaille. Et c'est intéressant parce que, enfin, pour moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est qu'au fond, ce qui est questionné, c'est la place que la pensée organisée occupe dans la conceptualisation de l'esprit humain, comme si cette pensée structurée, alors le rationalisme évidemment de Descartes, mais même en deçà et au-delà, chez Freud également, combien les formes de l'organisation prévalaient, voire même étaient presque seules considérées
par rapport à quelque chose qui serait les premiers développements et où, au contraire, alors on peut parler d'informe, de chaos, de non-organisation, enfin de tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, évidemment, que la clinique de l'autisme questionne de manière tout à fait particulière, mais à mon avis, au-delà de ça, questionne toute notre organisation psychique et la manière dont l'expérience peut se transformer, peut se déboucher sur des formes de symbolisation très variées. Voilà, donc ça c'était vraiment le point qui me paraissait très très important. Et donc, je vais peut-être citer un tout petit passage de ce qu'écrit Pascal. La clinique et la thérapeutique de l'autisme infanto-juvénile provoque la psychanalyse. Elle la provoque à concevoir le territoire d'où elle émerge, et non pas comme déjà ressaisi en sujet. Parce que ça, je crois que c'est aussi un autre point très important, c'est-à-dire que cette ontologie, Descola l'appelle comme ça, cette ontologie naturaliste qui fonde tout sur cette différenciation sujet-objet, est quelque chose qui à la fois apporte évidemment des développements de la pensée très très intéressants et au niveau des sciences aussi, mais en même temps fait l'impasse sur tout ce qui n'est pas encore un sujet, et tout ce devenir sujet sur lequel évidemment on est amené en tant que psy à travailler énormément, parce que c'est quelque chose quand même dans les organisations, pas seulement dans la psychose, mais même dans toute une série d'autres formes. Voilà, donc cette question, ce questionnement sur la place du sujet aussi, qui, Pascal écrit aussi, donc l'écart aussi bien avec Freud qu'avec Descartes, toutes sont pensées comme étant dans, pour et depuis le sujet dit de l'inconscient. Hume et Deleuze prennent donc les choses, si l'on peut dire, depuis un lieu qui n'est pas un sujet. C'est-à-dire que si on pense sujet et objet, il faut aussi pouvoir penser non-sujet, non-objet. C'est quelque chose qui, l'un ne va pas sans l'autre. Sauf que dans la psychanalyse, quand même, c'est un des versants qui a été énormément développé. Et l'autre, bon, on ne peut pas dire qu'il soit complètement absent, largement pas, mais quand même très peu présent et surtout très peu lié au reste. Mais je ne vais pas être plus long, on aura l'occasion dans la discussion de revenir évidemment sur toute une série de questions qui seront ouvertes par ton exposé, Pascal. Merci, merci Jean-Paul, merci beaucoup. Alors comment je m'y suis pris pour essayer de vous présenter une sorte de matière première comme ça, puisque le point de départ du fait que je parle ici, c'est effectivement d'avoir participé un certain temps au séminaire que Jean-Paul organisait sur la question du soi disséminé. Hein, et 2 livres sont déjà publiés sur cette question-là. Alors, ça m'avait tout à fait intéressé, et c'est comme ça que j'ai eu du plaisir à participer à ce séminaire, cette question d'un soi qui soit disséminé, hein, où on entend des échos de Derrida avec la question de la dissémination. Alors, ce que je vais faire ici, je vais essayer de vous présenter quelque chose concernant Deleuze et Guattari. Je ne vais pas directement vouloir le raccrocher à la question du soi disséminé de Jean-Paul, mais j'espère bien que les échanges qui auront lieu après, les questions, les réponses, permettront de voir des connexions. Mais je vais pas les penser à l'avance. Pourquoi je fais ça ? Entre autres parce que lors de la participation à ces séminaires qui ont, je pense, certainement 1 an et demi, je pense, pas loin de 2 ans. À l'époque, je pense que le livre « Qu'est-ce que la psychanalyse » n'avait pas encore été écrit ni publié, mais j'étais déjà dans les recherches autour de Deleuze et de Guattari. J'essayais parfois d'en dire quelque chose au groupe, et je n'y arrivais pas vraiment. Parce que c'était pas encore suffisamment mûr et que le groupe lui-même, d'une certaine façon, n'était pas non plus suffisamment mûr pour qu'on puisse s'en dire quelque chose de façon un peu lisible, un peu claire. Néanmoins, je me souviens que Jean-Paul un jour m'a dit comme ça que voilà, lire ces auteurs, c'est quand même pas si facile que ça, c'est pas si simple que ça, et du coup il y a quelque chose comme, tiens, c'est intéressant, on voudrait en savoir plus,
Mais à la rigueur, les bras vous en tombent avant même d'avoir commencé parce que la masse de travail que ça représente est trop importante, on ne sait pas par quel bout prendre, etc. Et donc je me suis dit que l'invitation d'aujourd'hui, c'était l'occasion, plutôt que de partir et de concentrer tout sur le bouquin que j'ai écrit là, plutôt d'essayer de donner à penser, maintenant que j'ai fait un peu de chemin dans la lecture de ces auteurs, essayer de donner à penser le champ de pensée qu'ils ont ouvert, en donnant les principaux paramètres. Et donc une invitation, si mes propos sont suffisamment clairs, à venir un peu se promener dans ces territoires-là, qu'on connaît de nom, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on les a un peu arpentés. Or, là où j'en suis dans ce travail, c'est que les concepts que ces auteurs ont forgés, le champ de pensée et d'investigation qu'ils ont ouvert, je pense que ça peut être d'un apport considérable pour ce que la psychanalyse est invitée à devenir, pour faire face à toutes les questions qui se posent, à beaucoup de questions qui se posent, telles que Jean-Paul les a énoncées. Humain, non-humain, humain-machine, le numérique, l'écologie, etc. À titre d'indice, par exemple, je pense à un bouquin que Guattari a publié en 1989, un petit bouquin qui s'appelle, en 1989, qui s'appelle « Les trois écologies ». Les trois écologies, dans lequel son argument est le suivant. Il dit, voilà, il y a bien sûr l'écologie environnementale, mais il y a aussi l'écologie sociale, sociétale, et il y a l'écologie psychique, dont on va dire qu'elle concerne peut-être plus particulièrement le psychanalyste. Mais, dit-il, ces trois écologies n'ont de consistance que si elles sont articulées entre elles. Et donc, par exemple, le psychanalyste, ça ne suffirait pas qu'il se dise « Ok, moi je prends l'écologie psychique, et je ne m'occupe pas de l'écologie environnementale, je ne m'occupe pas de l'écologie sociale, je prends ma part et je fais mon boulot et c'est bien comme ça. » La position de Guattari est de dire « Ça ne donnera rien de consistant. C'est en nouant les trois écologies entre elles que chacune d'elles peut prendre de la consistance. » Comment est-ce qu'il pense ça? Et penser, c'est donner des outils. Un concept, en fait, c'est un outil pour se débrouiller dans une situation. Et voilà. Donc, mon propos, c'est d'essayer de présenter ce champ de travail dans l'idée qu'il concerne le devenir de la psychanalyse et notamment à l'occasion de questions comme celle du soi disséminé introduit par Jean-Paul. Et voilà, on verra bien au moment de la discussion s'il y a des points de rencontre qui se mettent en place ou pas. Alors, un livre dont je conseillerais très très volontiers la lecture parce qu'il est facile à lire, c'est un livre de François Doss qui s'intitule Gilles Deleuze, Félix Guattari, biographie croisée. Ça a été publié aux éditions de la Découverte en 2007. Et c'est vraiment un livre, voilà, c'est de l'histoire, c'est de la biographie. On traverse tout le XXe siècle depuis les figures de ces deux penseurs. Et voilà, c'est vraiment un livre dont je vous recommande la lecture et qui ne demande pas une technicité, notamment philosophique, trop pointue. Alors, Deleuze, pour situer, il est né en 1925 et il est mort en 1995. Et clairement, il est philosophe. Félix Guattari est un peu plus jeune. Il est né 5 ans plus tard, en 1930.
Et il est mort un peu plus tôt, il avait en 1992, 62 ans. Et lui, on peut dire que d'un côté, il est philosophe, c'est tout à fait évident, mais de l'autre côté, on peut aussi le considérer comme analyste. Hein, il faut savoir que Guattari a travaillé pendant 40 ans à l'hôpital psychiatrique pour adultes de la Borde en France, que vous connaissez bien. C'était donc un proche de Jean Houry, avec lequel l'entente n'a pas toujours été très cordiale, mais bref, ils ont tout de même travaillé ensemble et sur le même territoire de psychiatrie adulte pendant 40 ans. Donc, la question de la psychose, la question de la folie, Guattari, il en savait vraiment quelque chose d'expérience de terrain. Et donc, ce que je vais essayer de déployer, c'est qu'est-ce qui se passe quand un philosophe, qui est vraiment un philosophe, rencontre un psychanalyste qui est vraiment un psychanalyste. Et que ces deux penseurs se mettent ensemble pour produire une œuvre commune. Alors, leur œuvre commune, on évoquait ça tout à l'heure avec une collègue ici présente, très massivement, ce sont deux livres. Deux livres célèbres, surtout le premier, c'est l'Anti-Édipe, qui est publié en 1972-1973, sous le nom de ces deux auteurs. Et puis, 8 ans plus tard, en 1980, il publie un autre livre qui s'appelle « 1000 plateaux ». Le sous-titre de ces deux ouvrages, c'est « Capitalisme et schizophrénie ». L'Anti-Édipe, Capitalisme et schizophrénie 1, 1000 plateaux, 8 ans plus tard, Capitalisme et schizophrénie 2. Alors là, on peut déjà crocheter un petit peu avec des questions qui ont été introduites par Jean-Paul et ses livres, c'est que Freud, quand il invente la psychanalyse, il ne s'occupe pas qu'il est en territoire capitaliste. Ça n'a pas d'incidence sur sa conception de la psychanalyse. Parce que les choses, à l'époque, fin 19e, début 20e, on peut considérer qu'il y a la question de la psyché d'un côté, et puis la question du capitalisme de l'autre, et on peut s'occuper de la psyché sans s'occuper de la question du capitalisme. Aujourd'hui, il est assez clair qu'on ne peut pas s'occuper de la question de la psyché sans voir les incidences sur cette question du train effréné de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui. Ces deux auteurs, comme souvent les penseurs un peu géniaux, ils ont un peu d'avance et ils ont déjà anticipé, vu et articulé cette question dès les années 70, dès les années 80. Et donc, voilà, ça c'est pour situer. Alors je pense que quand ces deux livres sont sortis, dans l'après 68, avec un certain sens de la provocation, alors la provocation c'est toujours embêtant parce que ça attire l'attention mais ça fait rater l'objet la plupart du temps. Et donc c'est évident que ces deux livres, surtout le premier, l'Anti-Édipe, vous imaginez bien, dans des milieux freudo-lacaniens, je veux dire, ça ne peut pas passer inaperçu, et ça n'est pas passé inaperçu, et donc ça a fait pousser les hauts cris d'une certaine façon, soit de rejet, soit d'intérêt, mais je crois qu'on peut dire que ces livres-là, à l'époque, et dans les milieux qui nous concernent, n'ont pas été bien lus. Je pense que les publics qui pouvaient s'estimer intéressés par ces livres-là, que ce soit le public à l'époque, freudien, ou le début du public lacanien, je pense, n'avaient pas le recul nécessaire pour prendre la mesure de qu'est-ce qui était mis en jeu, quels étaient les déplacements de la pensée que ces auteurs introduisaient. Donc d'une certaine façon, ça a fait beaucoup de bruit, mais un bruit qui n'a pas vraiment permis de prendre la mesure de ce qui se jouait. Aujourd'hui, nous sommes quasiment, pas quasiment, 50 ans plus tard, par rapport à l'Anti-Édipe,
je pense qu'on peut aujourd'hui commencer à avoir le recul qui permet vraiment d'entrer dans le travail de ces œuvres-là. Hein? Et je vais essayer de vous donner quelques petits outils qui permettraient d'entrer dans ce travail et qui donneraient le goût d'y entrer. Et alors, pour ce faire, j'ai quelques remarques qui vont s'échelonner comme ça. La première remarque, c'est celle que je viens de dire, à savoir que seulement peut-être maintenant, on est en mesure de voir comment ces ouvrages travaillent. Alors, une deuxième remarque qui me vient, et j'en ai une sorte de conviction, si vous voulez, c'est que l'œuvre philosophique de Deleuze, je pense, transforme assez radicalement l'exercice de la philosophie. Quand on essaie de prendre la mesure de qu'est-ce que Deleuze a mis en jeu dans son œuvre, je pense qu'il en résulte qu'on ne philosophe plus après lui comme avant. Et on peut voir encore aujourd'hui beaucoup de travaux philosophiques qui restent pris dans une conception assez classique de la philosophie. Et on voit par contre certains auteurs qui ont rencontré la pensée de Deleuze, et il me semble qu'on les voit soutenir l'exercice de la philosophie autrement. Et je vais essayer de donner ça à sentir un peu. Mais alors je pense qu'il en va de même du côté de la psychanalyse. Ça c'est un risque ou voilà une hypothèse que j'avance, c'est que, en tout cas pour moi, dans l'après-coup du travail dans lequel je me suis lancé, j'ai l'impression que l'exercice de la psychanalyse n'est plus tout à fait le même qu'avant. Que ce que cette œuvre bicéphale induit, c'est, à mon avis, une mise en jeu de l'exercice psychanalytique qui est impensable, selon moi, sans Freud, sans Lacan, et toutes les traditions que ces deux auteurs ont engagées. Mais je pense que l'exercice de la psychanalyse que ces deux auteurs induisent n'est plus simplement freudien et n'est plus non plus simplement lacanien. Et je crois que ça vaut vraiment la peine, c'est du boulot évidemment, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'essayer de prendre la mesure de ça et de voir comment l'exercice de la psychanalyse serait déplacé, décalé à partir de la prise en considération de ce que l'œuvre commune de Deleuze et de Guattari ont engagé. À mon sens, on est au seuil de ça. C'est en train de se faire. Ça commence seulement à pouvoir être pensé. Alors il y a une petite remarque supplémentaire qui me vient, c'est que on pourrait peut-être se dire que dans la pratique, oui, vraiment de terrain, ça ne va pas peut-être faire des transformations miracles, mais ça soutiendrait qu'on pense autrement ce qu'on fait, ce qui a énormément d'incidence, et ce qui permet de se laisser inventer, davantage en fonction de ce qu'on rencontre dans la clinique. Alors, que l'exercice de la philosophie soit plus tout à fait le même, que l'exercice de la psychanalyse ne soit plus tout à fait le même, eh bien je pense que ça vient se condenser dans un mot qu'ils ont risqué et qui n'a pas eu beaucoup de succès, on va dire, et qu'ils ont appelé schizoanalyse. Dans Mille plateaux, par exemple, ils ont conceptualisé
Voilà, ce qu'ils ont appelé schizoanalyse, évidemment dans une tension, dans un décalage par rapport à ce qu'on appelle psychoanalyse. Alors, je pense que, remarque numéro 3, si vous voulez, c'est que la transformation de l'exercice philosophique, tel qu'à mon avis Deleuze l'induit, je pense que c'est à cause de la psychanalyse, que c'est la prise en compte par le philosophe Deleuze de cette nouvelle pratique qui s'appelle psychanalyse, que son propre exercice de la philosophie n'est plus le même. Et on voit des philosophes pour qui la question psychanalytique n'a pas de consistance. Et puis on voit des philosophes pour qui, oui, tout de même, ça compte. Et je n'ai pas la citation exacte, quoique je me demande si je ne l'ai pas mis en exergue ben oui, voilà, je vais vous lire cette citation de David Lapoujade, un philosophe qui a écrit un très beau livre sur Deleuze qui s'appelle « Deleuze, les mouvements aberrants », publié aux éditions de Minuit. Et Lapoujade dit ceci: « On oublie que Deleuze fut l'un des philosophes de sa génération qui mêla le plus directement le matériau clinique de la psychanalyse à la philosophie. S'intéresser à la psychanalyse comme philosophe ne consistait pas seulement à commenter Freud, comme ont pu le faire Ricoeur ou Derrida, mais à introduire ce matériau concret à l'intérieur même de la philosophie. Ça va donc tout à fait dans le sens de se dire que l'exercice de la philosophie, tel qu'il est soutenu par Deleuze, est modifié par rapport à ce qui précède, à cause, grâce à la prise en compte de la psychanalyse. Je pense que c'est la même chose aussi en sens inverse, que s'il y a effectivement, à partir de leur œuvre commune, l'engagement d'une autre façon de soutenir l'exercice psychanalytique, je crois que ça tient à la prise en compte de la philosophie dans l'exercice de la psychanalyse. On peut presque montrer ça historiquement de façon assez simple. C'est bien connu que Freud, il a pris appui sur l'étayage philosophique spontanément disponible à son époque, mais Freud dit très clairement qu'il ne veut pas rentrer comme tel dans ce qui se passerait pour la psychanalyse depuis la philosophie. Il laisse la philosophie à l'extérieur de son champ d'investigation. Il le dit très très clairement. Hein? Alors il fait bien une allusion à Spinoza, il fait bien une allusion à Descartes ou une allusion à Kant, mais on ne le voit jamais interroger son propre travail depuis des considérations philosophiques. Quant à Nietzsche, par exemple, il dit bien qu'il s'est arrangé pour le laisser là-bas, relativement loin, parce qu'il sentait qu'il était très proche, et que s'approcher de Nietzsche aurait presque menacé son propre travail. Donc, on peut dire que dans le champ freudien, il y a la psychanalyse qui fonctionne sans que ce soit péjoratif. Elle fonctionne avec elle-même, sur elle-même, avec elle-même, en laissant l'exercice philosophique voilà, sur le côté. On en prend ce que la culture en prend, mais on ne travaille pas l'exercice philosophique depuis la question psychanalytique. Quand on voit Lacan, il n'a pas du tout procédé comme ça. Au contraire,
Lacan, il a pris quasiment tout le corpus philosophique à bras-le-corps, de façon assez frontale. Et quand vous traversez l'œuvre de Lacan, quels sont les grands philosophes qu'il n'a pas cités? Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, Kant. L'exercice même, ou une des dimensions du travail de Lacan, a été de soutenir la confrontation entre l'exercice psychanalytique et la philosophie, dans l'idée d'ailleurs de supplanter l'exercice philosophique par l'exercice psychanalytique. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, d'ailleurs, et c'est une notion qu'il a été cherchée du côté de Georges Bataille, je crois, il présente l'exercice psychanalytique comme de l'anti-philosophie. On ne peut soutenir l'exercice psychanalytique que en prenant en compte la philosophie pour la mettre dehors. Je pense toujours à l'adverbe anglais « without », avec, dehors. Et c'est ça que Lacan fait avec la philosophie. Donc il la connaît, mais pour contrepositionner la psychanalyse par rapport à la philosophie. Ce que je crois que Deleuze et Guattari ont fait est une troisième possibilité. Ce n'est pas simplement une espèce de gentille ignorance de la philosophie qu'on laisse sur le côté, sur le mode freudien. Ce n'est pas non plus une confrontation comme Lacan la soutient. C'est, je pense, une transformation réciproque de l'exercice psychanalytique par l'exercice philosophique, mais aussi de l'exercice philosophique par l'exercice psychanalytique. Et j'aurais tendance à penser que devant la complexité des questions que le psychisme nous présente aujourd'hui, ce double soutien, ce double travail l'un sur l'autre de la philosophie et de la psychanalyse est plutôt bienvenu. Et comme je pourrais essayer d'en témoigner moi-même, par exemple, quand 38 heures par semaine et pendant 20 ans de travail ou plus, vous vous retrouvez avec un groupe d'autistes qui ne parlent pas et qui sont là parce que personne n'en veut, ben, j'aime autant vous dire qu'il faut se mettre à penser, hein, et que les concepts simplement freudiens ou simplement lacaniens eh ben, ne suffisent pas. Pour soutenir une rencontre qui aura vraiment des effets, et alors là, Jean-Paul en parlait, des effets de devenir sujet. Voilà, on reviendra là-dessus un peu plus loin. Et encore une fois, ce qu'ils ont pris le risque d'appeler schizoanalyse, ça me semble se situer au confluent de ces deux transformations réciproques. Alors, schizoanalyse, on trouve ça dans Mille Plateaux, on trouve ça dans l'Anti-Édipe. Je pense qu'il y a un bouquin de Guattari, j'en parlerai plus tard très rapidement, où l'inconscient et la schizoanalyse, je crois. Et par ailleurs, il y a les sous-titres de l'Anti-Édipe ou de Mille Plateaux, capitalisme et schizophrénie. Indice que du côté de cette notion de schise, il y a là quelque chose de fondamental pour eux. Que cette schise se présente à la faveur de la question de la schizophrénie, ou que cette schise apparaisse dans ce mot qu'ils inventent de schizoanalyse. Alors, ce qui me semble
qu'on peut faire comme hypothèse, c'est que ils vont problématiser la question de cette skise là où Freud problématisait la question de la psyché. Et là où Lacan problématise la question du sujet. Non pas simplement psyché, non pas simplement sujet, mais skise. Skise telle qu'on peut la voir dans le concept de schizophrénie, ou tel qu'il le propose énigmatiquement dans ce qu'ils appellent schizoanalyse. Alors, le sous-titre de ces deux ouvrages très importants, L'Anti-Édipe ou Mille plateaux, nous donne à penser que problématiser, penser ce qu'ils annoncent comme skise, ça ne va pas pouvoir se faire sans la prise en compte de ce qu'est le capitalisme. Sans la prise en compte de ce que nous ne pouvons être humains, chacun et ensemble, que dans un mode d'être ensemble qui se nomme capitalisme. Dont on voit aujourd'hui que ce mode d'être ensemble, c'est à la fois, nous ne pouvons pas être humains en dehors de ce mode de socialité, et pourtant ce mode de socialité vient parfois bien brutaliser être humain. Et donc, on ne pourra pas soutenir la question de ce qu'ils appellent skise sans prendre en compte ce qui s'appelle aujourd'hui capitalisme. Et donc, une notion supplémentaire qui s'annonce, évidemment, c'est la question de Marx qui arrive à cet endroit-là. C'est avec Marx que le capitalisme commence à être pensé en tant que tel. Et donc, si d'un côté on a philosophie, psychanalyse, on a aussi la question de Freud, absolument nouvelle, et la question de Marx, qui, elle aussi, est tout à fait nouvelle. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qu'ils vont faire, ce n'est pas un freudo-marxisme, mais c'est plutôt qu'est-ce qui arrive à Freud si on le lit depuis des questions marxiennes. Et inversement, qu'est-ce qui arrive à Marx si on le lit depuis des questions freudiennes? On n'aura pas donc, comment je pourrais dire, un conglomérat avec Freud identique à lui-même et Marx identique à lui-même. On va plutôt avoir des effets de transformation de la question freudienne depuis des questions marxiennes. Et des transformations de la question marxienne depuis des questions freudiennes. Sur un mode de transformation réciproque, comme celui que j'ai annoncé entre philosophie et psychanalyse. Et si on fait un arrêt sur image à cet endroit-là, et si on se dit que c'est effectivement ça qu'ils ont soutenu dans leur travail conceptuel, on peut comprendre qu'on est un peu perdu. Parce que il transforme ce dont il s'occupe. Et suivre ces transformations, comprendre comment elles ont été construites, ces transformations, eh ben c'est pas simple. Et souvent, on a affaire, dans leurs livres, on a affaire aux résultats,
mais on n'a pas nécessairement affaire à comment se sont construites toutes ces transformations. Alors, remarque suivante qui me vient, c'est évidemment, je pense, beaucoup va se concentrer sur cette notion de skise. Avançons un peu. Skizein, un mot de grec ancien. Qu'est-ce que ça veut dire, skizein? Ça veut dire fendre. On n'est pas tellement loin de la Spaltung freudienne. Fendre, séparer en fendant. Et alors, en allant voir dans le Bailly, le dictionnaire grec-français classique, c'est très très frappant de voir qu'il propose d'emblée deux compréhensions possibles de ce verbe-là, skizein. Premièrement, fendre avec une idée de violence, ou fendre, séparer, sans idée de violence. Alors, le mot qui est le plus parlant du côté de fendre avec de la violence, c'est déchirer. Par exemple, déchirer une peau. On en fait deux parts, mais elle n'est pas préparée pour qu'il y en ait deux parts. Ou alors, diviser, séparer, mais sans violence, c'est deux groupes. Et je crois qu'on peut faire l'hypothèse que quand on a capitalisme et schizophrénie, c'est la question de la violence, c'est la question de la déchirure, de la séparation, de la fente, mais avec violence. Alors que quand ils vont parler de schizoanalyse, c'est la question d'une espèce de division qui précède le sujet. Et qui est bien plus une donnée originaire que le résultat d'une violence. À partir de là, on pourrait commencer à se représenter que cette notion de skise, évidemment, on peut la connecter avec la question de la psychose, mais pas nécessairement. Cette notion de skise, d'une sorte de division qui précède le sujet, peut-être qu'elle est mise en jeu, qu'elle est jouée dans la psychose, avec violence, alors qu'en fait, il est peut-être possible de la penser et de s'y rapporter quand elle n'est pas nécessairement violente. Et là, je pense, David Lapoujade, par exemple, a recueilli toute une série d'entretiens, de textes de Deleuze entre 1975 et 1995, et il a appelé l'ensemble de ces textes-là « deux régimes de fous », où on peut, au moins par analogie, entendre ces deux modalités de skise, l'une avec de la violence, l'autre pas. C'est pour ça, par exemple, que dans la première réception de leur œuvre, il y a eu une espèce de vive la psychose, quoi. Vive la schizophrénie, vive les fous. Et Deleuze dit très clairement, non, il y a une telle souffrance là que ça n'est pas à promouvoir comme telle. Mais il y a peut-être une autre manière d'entendre la question de la skise. Alors, pour donner une petite idée comme ça, cette skise, d'une certaine manière, en tant qu'elle ne serait pas fondamentalement violente, ça me fait penser à Spinoza. Très facilement dit,
Spinoza, qui est à la fois cartésien, mais qui, avec les donnes de la pensée cartésienne, joue sa partie autrement. En quoi est-ce que Spinoza est cartésien? Il est bien d'accord qu'il y a de l'étendue et de la pensée. Et que l'étendue, ce n'est pas la pensée, ni réciproquement. Mais là où Descartes pose une distinction radicale entre ces deux choses, la chose pensante, la res cogitans, et puis la chose étendue, il se fait que j'ai un corps, et ce corps que j'ai, c'est une chose étendue, mais il se fait par ailleurs que je pense, que je sens, que je doute, et ça c'est une res cogitans. Et la proposition de Descartes, c'est de constater l'existence de ces deux choses, pensantes étendues, mais de les penser comme radicalement distinctes, et du coup il se pose la question, comment ça se passe de l'une à l'autre. La position de Spinoza, elle est différente. Il pose une seule substance, une seule matière première, si je peux dire. Mais il dit que cette seule matière première, elle s'effectue selon plusieurs modes, selon plusieurs attributs, dont essentiellement un attribut étendu et un attribut pensé. Et donc là, on a bien quelque chose qui est de l'ordre d'une skise, si vous voulez. Il y a bien l'attribut pensée, l'attribut corps, mais que tout ça, ces deux attributs sont les attributs d'une même substance, d'une même existence. Et donc là, on voit la possibilité de penser une sorte de distinction, mais sans violence. Alors que les sous-titres dans l'Anti-Édipe ou dans Mille plateaux, schizophrénie, capitalisme et schizophrénie, va plutôt envisager cette schise, mais en tant qu'elle est le lieu d'une violence. En lien d'ailleurs avec ce mode de socialité qu'est le capitalisme. Alors ici, une idée m'est venue en préparant cette prise de parole. J'ai pensé à Scott, dont on parlait tout à l'heure avec un collègue. Jacques Scott, qui a, si je ne me trompe, inventé le concept de patho-analyse. Alors c'est un concept assez intéressant qui est de dire, au fond, c'est la métaphore que souvent j'emploie, quand quelque chose fonctionne bien, eh bien je ne le connais pas. Tant que l'articulation de mon genou fonctionne bien, au fond, d'une certaine manière, je ne la connais pas. C'est à partir du moment où quelque chose dysfonctionne que je vais petit à petit entrer dans l'intelligence de cette articulation qui dysfonctionne. D'où l'idée de patho-analyse. L'idée de... c'est quelque chose qui est en souffrance, qui m'oblige à connaître. Et je crois qu'on pourrait dire, en ce sens-là, que il y a comme un abord patho-analytique chez Deleuze et Guattari, au sens où c'est de se mettre à l'écoute de la schizophrénie, c'est-à-dire une schise en tant qu'elle est le lieu d'une violence, qu'ils en arrivent à pouvoir penser plus fondamentalement une schise qui précéderait le sujet et qui ne serait pas nécessairement l'objet d'une violence capitalistique. Et donc,
la question de la psychose, évidemment, elle intéresse au plus haut chef Guattari. On ne travaille pas 40 ans à la Borde sans être éminemment intéressé par cette question, mais elle va aussi intéresser de près Deleuze. De telle sorte que, notamment dans leur œuvre commune, ils disent, notamment dans l'Anti-Édipe, le psychotique, disent-ils, en fait, il ne délire pas sur papa-maman. Quand vous écoutez leur délire, ils délirent bien plus sur l'histoire et sur le monde que sur papa-maman. D'où le titre d'ailleurs de l'Anti-Édipe. Ça ne veut pas dire que papa et maman ne sont pas là, mais s'ils sont là, c'est en tant qu'ils sont situés dans la question de l'histoire ou dans la question du monde. Et c'est ça qu'ils veulent pister. C'est ça que ça signifie l'Anti-Édipe. Et à ce titre-là, on pourrait peut-être se demander si l'Anti-Édipe ne prend pas plus particulièrement en compte la question de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que le sujet? Qu'est-ce que c'est que la psyché? Qu'est-ce que c'est que la skise? Depuis la question de l'histoire humaine, et Mille Plateau, la question du monde. Qu'est-ce que c'est que la psyché? Qu'est-ce que c'est que le sujet? Qu'est-ce que c'est que la skise? Mais depuis la question du monde. Alors la remarque suivante qui me vient, c'est Deleuze et les 3 questions freudiennes de la névrose, de la psychose et de la perversion. Puisque ce sont des concepts freudiens dont il dispose là, ils sont là devant lui. Est-ce que ça l'a mis au travail, ces concepts-là? Je pense qu'on peut répondre oui. Et que il s'est posé la question, lui, Deleuze, comme philosophe, quoi entre la philosophie et la névrose? Il s'est aussi posé la question, quoi entre la philosophie et la perversion? Et puis finalement, il en est arrivé à la question, quoi entre la philosophie et la psychose? Alors, je pense que la rencontre de ces 2 questions, philosophie et névrose, je pense on voit ça au travail, notamment dans sa thèse, qui s'appelle « Différence et répétition », qui date de 1969. Il y a là des pages tout à fait explicites sur Freud, dans lequel comme philosophe, il interroge le texte freudien, et je pense qu'il l'interroge, au fond, depuis la question de la névrose. Puis ça ne lui suffit pas. C'est un grand investigateur, Deleuze. Et en un deuxième temps, poussé par la psychanalyse, poussé par les questions psychanalytiques, il s'interroge sur la question de la perversion. Quoi entre l'exercice de la philosophie et la perversion? Et là, le lieu de cette mise au travail, je crois qu'on peut le situer dans un ouvrage très proche qui s'appelle « Logique du sens », qui date aussi de 1969, où le grand interlocuteur de Deleuze, philosophe, c'est Lewis Carroll, avec tout le travail de perversion, de la logique, etc. Tout en apercevant qu'il y a un autre personnage dans Logique du sens qui est aussi très important, même si c'est Lewis Carroll qui est le premier interlocuteur, qui est Antonin Artaud, évidemment avec la question de la psychose. Et là, à un moment donné, Deleuze dit, je crois, si on me disait « je dois partir sur une île déserte », ce qui est d'ailleurs le titre d'un 2e recueil de textes que La Poujade a fait, l'île déserte, et si on me disait « avec quoi tu vas partir, avec Lewis Carroll ou avec Antonin Artaud », Deleuze dit « c'est avec Antonin Artaud que je pars ». La question de la psychose étant plus appelante, plus provocante au bon sens du terme. Et alors, cette question
de la philosophie, de l'exercice philosophique et de la question de la psychose, David Lapoujade propose, et ça me paraît tout à fait convaincant, que c'est ça qui fait le nœud de la rencontre avec Guattari. Que, outre le génie, l'intelligence de Guattari, mais ce qui fait que quelque chose se noue entre ces deux penseurs, du point de vue de Deleuze, c'est que, par l'entremise de Guattari, si on peut dire, il rencontre la question de la psychose. Et du coup, sa question devient, mais qu'est-ce que c'est que philosopher quand on prend au sérieux que des humains peuvent être psychotiques? Est-ce qu'on va les exclure de l'exercice philosophique? Est-ce qu'on va exclure la psychose de l'exercice philosophique? Ou bien, ça devient quoi l'exercice de la philosophie quand on se dit que la possibilité de la psychose est effective? Et c'est ça qui donne le démarrage à l'anti-Édipe, à Mille Plateaux, et que cet élan, je pense qu'on va en apercevoir les effets jusque dans l'ouvrage tout à fait testamentaire de Deleuze, qu'il écrit 3 ans, je pense, 4 ans, pardon, avant son décès, et qui est son livre qu'il appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?», qu'il publie en 1991, et il meurt par suicide d'ailleurs en 1995. Eh bien, cet effet sur l'exercice philosophique de la rencontre avec les questions psychanalytiques, pas seulement la névrose, pas seulement la perversion, mais jusqu'à la psychose, les effets de ça, on les sent. En tout cas, c'est ce que j'ai pu me montrer à moi-même. On les sent jusque dans ce texte testamentaire qu'est « Qu'est-ce que la philosophie ?» en 1991. Alors, à partir de là, philosophie, psychanalyse, Freud, Marx, Schiz, soit dans ce que cherche à dire schizoanalyse ou dans ce que montre schizophrénie. Schiz plutôt que psyché avec Freud, ou plutôt que sujet avec Lacan. Il y a alors une notion tout à fait centrale chez Deleuze et Guattari, pas simple à saisir, mais qui vient condenser, je dirais logiquement, tout ce que j'ai essayé de donner à penser. Et ce concept pas facile à saisir, c'est ce que Deleuze appelle synthèse disjonctive. Une synthèse disjonctive. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie une synthèse, une chose d'une certaine manière une, qui produit de la disjonction. Je peux essayer de donner à imaginer ça avec ce que j'ai dit de Spinoza, une substance qui permet 2 attributs, la pensée ou l'étendue. Mais nommer ça synthèse disjonctive est extrêmement important parce qu'il y aura de la disjonction. Mais comme la synthèse, elle est plus puissante que la disjonction, ce qui se trouve d'un côté de la disjonction va pouvoir passer de l'autre côté. Ce qui se trouve, par exemple, c'est comme si il y avait lieu de penser qu'est-ce que c'est que la pensée, avant qu'elle se divise en philosophie ou en psychanalyse. De telle sorte que quand elle va se jouer comme philosophie, ça pourra peut-être à un moment donné devenir de la psychanalyse. Et inversement. Alors vous allez me dire, tout ça, franchement. Mais, quand
me semble-t-il en tout cas, quand vous êtes devant des enfants autistes qui franchement ne parlent pas, et que le premier vécu, c'est que rien n'a de prise sur la rencontre. Eh bien, on va aller chercher un morceau de concept, par exemple du côté de la psychanalyse, mais si on ne l'utilise que comme ça, on constate souvent que ça ne prend pas. Ça ne saisit rien. C'est un concept, mais qui ne saisit rien. Et que parfois, ce concept qu'on est allé chercher, par exemple du côté de la psychanalyse, il faut accepter qu'il soit relu philosophiquement pour qu'il y ait prise. Et inversement. Alors pour dire les choses encore, c'est que quand on a affaire, comme le disait Jean-Paul au début, à quelque chose qui est du pur chaos, parce que parfois dans la rencontre avec des enfants autistes, et particulièrement en groupe, c'est vraiment, ou de la psychose, c'est un chaos non saisissable. Et il faut y introduire de la pensée pour que ça devienne saisissable. Et cette synthèse disjonctive, le fait qu'il puisse y avoir des termes différents, mais qui, dans leur travail, peuvent passer de l'autre côté, c'est très utile. Je vais encore essayer de le redire avec mes mots à moi, mais dans le travail avec des enfants autistes, par exemple, il me semble, pour ma part en tout cas, que avoir pu convoquer et des outils psychanalytiques et des outils philosophiques, ça a été vraiment très utile. Et que impliquer ces outils dans la rencontre, dans le transfert, dans le travail, ça permet de voir qu'un outil qui se présente comme philosophique, eh bien, en fait, on constate qu'il aurait une efficace dans le champ dont la psychanalyse dirait « c'est mon champ ». Et aussi inversement. Et alors, ça, je suis... Bon, en tout cas, c'est une piste de travail qui m'occupe, c'est que les situations dans lesquelles se trouvent les personnes qui viennent vous adresser une demande, les situations sont souvent tellement compliquées que ce double abord philosophique, analytique, où il y a du Freud, où il y a du Marx, sans que chaque point de vue soit pur et fermé sur lui-même, ça me paraît souvent fécond. Comme permettant de saisir quelque chose de la situation et permettant que la personne s'y retrouve dans cette saisie. Pour le dire encore autrement, dans le titre que j'avais proposé, il était question de constructivisme. Parce que le sujet dont il est question, je vais venir un peu plus loin, il n'est ce qu'il est que s'il est construit. Il n'est pas donné là comme ça, mais qu'il est à construire. Il n'est que s'il est en train de se construire, avec l'analyste comme partenaire de cette construction. Voilà, des outils conceptuels qui peuvent éventuellement aider quelqu'un à entrer dans ce champ de pensée.
Alors, à partir de cette idée de synthèse disjonctive, j'introduis une autre notion qui est ce qu'on peut appeler, je crois, une logique de l'expression. Alors, il y a deux concepts qui sont très importants, notamment dans Mille plateaux, mais dans toute l'œuvre de ces deux auteurs, y compris dans Qu'est-ce que la philosophie, qui sont les concepts de matière et les concepts de forme. Dans l'idée qu'on a toujours affaire à quelque chose qui se donne en même temps comme matière et comme forme, comme pensée. On n'a pas de pensée sans qu'elle soit inscrite dans de la matière. Et on n'a pas de matière qui ne soit déjà informée, qui ne soit déjà le lieu d'une pensée. Et alors, cette logique de l'expression, ça suppose qu'on aura toujours de l'expression et du contenu, et que cette expression, elle va pouvoir se penser, s'articuler à la fois comme matière et comme forme. Et que le contenu lui-même va pouvoir se penser comme matière et comme forme. Avec, depuis cette synthèse disjonctive, des possibilités de passage d'un terme à l'autre. Voilà, ça c'est une piste, mais à mon avis très, très importante à prendre en compte pour traverser ces travaux. Et alors, on peut arriver à un endroit assez important qui est le concept d'autrui. Le concept d'autrui, en général, qui est quand même la question éthique par excellence, qui est autrui pour moi? Qui suis-je en tant qu'autrui pour l'autre? C'est quand même des questions absolument décisives. Et il y a un travail conceptuel fort intéressant de Deleuze au début de son bouquin « Qu'est-ce que la philosophie ?», où il va essayer de penser la question d'autrui indépendamment des catégories classiques de sujet et d'objet. Parce que quand on y réfléchit, la plupart du temps, tout est mis en forme, tout est saisi dans la pensée depuis la distinction sujet-objet. Le verre est un objet pour moi, mais je suis un sujet pour moi-même qui a affaire à cet objet. Alors la question c'est autrui. Autrui, c'est une situation un peu particulière parce que d'une certaine façon, c'est un objet, mais que je dois considérer comme un sujet. Et c'est un sujet pour qui je suis un objet, mais que l'autre doit considérer comme sujet. Et Deleuze essaye de sortir de cette impasse en se demandant est-ce qu'il est possible de penser autrui sans recourir ni à la notion d'objet, ni à la notion de sujet. Ce qu'il va pouvoir faire depuis cette skise. Et la proposition, c'est de dire que autrui, c'est l'expression d'un monde possible. Il prend comme exemple l'exemple suivant, je suis... Voilà, ici, et d'une certaine façon, tout est calme, tout est à sa place, et puis quelqu'un rentrerait brutalement, par exemple, et viendrait. J'aurais affaire à un visage qui exprime quelque chose, à quoi je n'ai affaire, ce quelque chose, que comme à un monde possible.
Alors, ça recoupe de façon très intime toutes les questions de la psychanalyse, qui est de dire ce que l'autre en face de moi met en jeu, je peux m'y rapporter comme à l'expression d'un monde possible. Et qu'est-ce qui va pouvoir se construire à partir de là, sans modèle préalable, sans concept tout fait. Et évidemment, d'avoir travaillé avec des enfants autistes, ça vous provoque à ça, parce que ce monde possible, on va devoir même le construire avec le jeune en face de qui on se trouve. Et on n'a pas de concept a priori. On va devoir construire ça depuis l'expression de la personne en face de qui on se trouve. Voilà. Alors, peut-être je terminerai pour vous présenter quand même encore un tout petit peu en amont de la rencontre entre Deleuze et Guattari, qui ouvre l'espace que j'ai essayé de vous présenter. Notamment du côté de Deleuze, qu'est-ce qui se trouve en amont et dont il serait important d'avoir connaissance pour bien prendre la mesure de ce qui se joue dans la rencontre entre Deleuze et Guattari, tel que je viens d'essayer de l'indiquer. Alors là, à mon avis, il y a deux ouvrages de Deleuze importants, pas souvent lus et peu pris en compte pour réceptionner les ouvrages majeurs de Deleuze et de Guattari. Et les deux ouvrages en amont qui me semblent très importants, c'est effectivement en 1953 un commentaire de Hume dont Jean-Paul a parlé tout à l'heure dans un ouvrage qui s'appelle « Empirisme et subjectivité ». Et lié à ça, 10 ans plus tard, en 1963, un ouvrage de Deleuze qui s'appelle « La philosophie critique de Kant ». Alors, permettez-moi rapidement de faire un petit commentaire sur ces deux livres-là, qui sont donc en amont de l'espace que j'ai essayé d'ouvrir. Premièrement, empirisme et subjectivité. J'étais en train de lire Deleuze avec un certain intérêt. Je regarde un peu la bibliographie, je suis dans une librairie et je vois empirisme et subjectivité. J'achète. J'achète parce que c'est Deleuze qui l'a écrit. Et je reviens chez moi et évidemment je ne le lis pas. Pourquoi est-ce que je ne le lis pas? Parce que comme psychanalyste ou empirisme et subjectivité, ça ne m'intéresse pas. La question de la subjectivité, je vois pas comment elle peut s'articuler avec la question de l'empirisme. Si je prends le parti de l'empirisme, qu'est-ce qu'il en est de la question de la subjectivité? Et si je prends au sérieux la question de la subjectivité, l'empirisme... Et donc, j'achète le livre et je ne le lis pas. Or, c'est dans ce livre que j'ai trouvé, mais à nu, les questions devant lesquelles les jeunes autistes ne cessaient pas de me mettre. Notamment quand je lis la question comme ça, à l'état brut, dans ce texte-là, comment est-ce que l'esprit devient sujet? J'avais jamais rencontré cette question-là. Le sujet, il est. La psyché, elle est peut-être mal foutue, mais elle est donnée. Le sujet lacanien, il est peut-être divisé, mais il est là. Et Deleuze, lisant Hume, pose la question comment l'esprit, c'est-à-dire l'impact de notre empirie sur nous-mêmes, comment est-ce que cet impact de l'empiricité sur nous, comment est-ce que cela devient sujet?
Du coup, je pense que lire un ouvrage comme ça est tout à fait fondamental parce que ça va donner consistance à ce qui plus tard deviendra la question de l'ascétisme. En amont, un autre livre, je vous en dis un petit mot, La philosophie critique de Kant, où vous allez voir, me semble-t-il, j'espère en tout cas, comment naviguer dans un certain travail philosophique peut relancer la question psychanalytique. Dans ce livre-là, Deleuze s'occupe de ce que chez Kant on appelle la doctrine des facultés. Alors, Kant, comme toute la tradition philosophique, et je vois bien que ça dépasse largement l'Europe, ça va jusque dans le monde indo-européen et même au Japon, on en trouve encore des traces. Kant pose qu'il y a 4 facultés qui constituent l'activité psychique, si vous voulez. La sensibilité, l'imagination, l'entendement et la raison. Par exemple, quand Freud dit « l'inconscient ne calcule pas, ne pense pas, ne juge pas, mais transforme », on a là 3 facultés. Il ne calcule pas, comme l'entendement. Il ne pense pas, comme la raison. Il ne juge pas. Où on retrouve d'ailleurs les 3 facultés, les 3 critiques de Kant, critique de la raison théorique, critique de la raison pratique, et critique de la faculté de juger. Et donc Deleuze s'occupe de la doctrine des facultés de Kant, c'est-à-dire comment ça se passe entre sensibilité, imagination, entendement et raison. Alors, ce que Deleuze met très très bien en évidence, c'est la chose suivante. Il dit, chaque fois qu'on fait un certain type de travail, toutes les facultés sont impliquées, mais elles n'y travaillent pas de la même façon. Par exemple, quand on fait de la science, quand on théorise, les 4 facultés sont impliquées, mais il y en a une qui prend la tête. Il y en a une qui dit aux 3 autres comment elles doivent travailler. Et Kant propose que dans la science, par exemple, c'est l'entendement qui a une fonction législatrice. Et c'est l'entendement qui dit à la sensibilité comment elle doit travailler, qui dit à la raison comment elle doit travailler, qui dit à l'imagination comment elle doit travailler. Et grâce à ça, la science est possible. Dans la raison pratique, c'est-à-dire dans la morale, dans le vivre ensemble, les 4 facultés sont impliquées, mais, dit Kant, là, c'est la raison qui est législatrice et qui dit aux 3 autres comment ça doit se passer. Et puis, il est amené, Kant, à écrire une 3e critique, la faculté de juger, la faculté du goût. Et là, la lecture de Deleuze est très très intéressante parce qu'il propose que les 4 facultés sont impliquées, mais, dit-il, l'imagination, elle est mise en avant, mais pas comme législatrice. L'imagination, elle est convoquée comme ce qui va permettre un accord indéterminé de toutes les facultés entre elles, à partir de quoi il y aura de la détermination possible. Où on aperçoit que l'imagination a un rôle considérable entre les donnes du chaos et la possibilité que du sujet devienne. Alors, pour travailler en psychanalyse, c'est vraiment fondamental de pouvoir tabler sur l'imagination comme le travail qui permettra aux autres facultés, la sensibilité, la capacité de calculer avec l'entendement, voire la raison, de trouver entre elles un accord indéterminé, c'est-à-dire qui va pouvoir toujours se rejouer
et qui permettra des déterminations. Où on pressent que la question de la skise va donner à l'imagination un rôle très important, en tant néanmoins pas comme législateur. Voilà, prendre la mesure de ces deux donnes philosophiques que Deleuze met en place avant de rencontrer Guattari, ça me semble vraiment quelque chose de très très important. Alors, en aval, ben là je citerai un ouvrage de Deleuze dont j'ai déjà beaucoup parlé et un ouvrage de Guattari dont je n'ai pas encore parlé. L'ouvrage de Deleuze, c'est « Qu'est-ce que la philosophie ?» qui est d'ailleurs signé Gilles Deleuze et Félix Guattari, même si c'est en fait Deleuze qui l'a écrit seul, mais il n'aurait pas pu écrire ce qu'il a écrit là sans tout le travail commun avec Guattari. C'est vraiment... Qu'est-ce que la philosophie, quoi? Donc ce type, il a enseigné pendant 40 ans la philosophie, et puis il est à l'âge de la pension, et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, au fond, il va se demander qu'est-ce que c'est que la philosophie. Et c'est son ouvrage testamentaire où, je trouve, il engage l'exercice philosophique sur de nouvelles bases. Et alors, en aval de l'espace que j'ai essayé d'ouvrir, avec Guattari, il y aurait lieu de lire un bouquin qui s'appelle « Cartographie schizoanalytique », qui date de 1989, dont je vous donne très rapidement quelques clés, très rapidement. Il propose que il soit toujours question de devenir sujet depuis cette skise originaire. Et de quoi, sur quelle base cette skise va-t-elle pouvoir devenir du sujet, produire du sujet? Il propose quatre notions, une espèce de quadripode comme ça. Et vous allez voir que ça recoupe, à mon avis, des questions en chantier depuis le soi disséminé. Je vous donne les 4 bases en question. 1. Les flux sensibles. Il y a toujours à devoir prendre en considération des flux sensibles. Impossible qu'il y ait du devenir sujet sans prise en considération de flux sensibles. Un deuxième terme, c'est un peu baroque comme expression, c'est ce que Guattari appelle des phylums machiniques. Il dit, nous sommes toujours aux prises avec des machines. Nous ne pouvons pas être les humains que nous sommes sans avoir affaire à des machines. Depuis le silex, en passant par la roue, le téléphone, le numérique, etc. Et que il y a comme une phylogenèse des machines, ces machines qui interviennent toujours sur des flux sensibles. Flux d'électricité, flux d'argent, flux de sang. Et donc, impensable qu'il y ait un devenir sujet sans des flux sensibles et sans ce qui arrive à ces flux sensibles depuis certains types de machines. Donc, la machine comme partie intégrante d'un devenir sujet. Troisième terme, ce qu'il appelle des univers incorporels, qui sont vraiment les univers de pensée qui supposent des machines, des flux sensibles, mais qui ne sont comme tels ni machiniques, ni sensibles. Et il donne comme exemple la poésie, la mathématique, la philosophie, qui sont des univers incorporels. Et en général, on défend ça bec et ongle. Et ces univers incorporels supposent toujours de la machine, supposent toujours des flux sensibles, mais ils sont en tant que tels des univers incorporels. Et puis le quatrième terme, ce sont ce qu'il appelle des territoires existentiels, parce que le devenir sujet, il est toujours situé quelque part.
Il est toujours géographiquement situé dans un territoire existentiel. Et alors toute la question, c'est, me semble-t-il, oui, de soutenir, depuis la skise, de soutenir les devenirs sujets possibles qui vont impliquer flux sensible, phylum machinique, territoire incorporel, territoire existentiel, univers incorporel. Et que il n'y a pas de sujet, mais il y a des devenirs sujets. Et que le sujet dont on pense qu'il y aurait, au fond, c'est de l'opinion. C'est de l'opinion. Et c'est éventuellement, comme dit Deleuze, une ourdoxa, une opinion de très haut niveau, très prétentieuse, mais un sujet dont on croirait qu'il est là, tout consistant, constitué, c'est de l'opinion. C'est de l'opinion qui essaye de bloquer la skise originaire, qui essaye de la figer, de la forclore. Par contre, du devenir sujet, et qu'il y ait toujours à soutenir le devenir sujet, ça c'est de la pensée. Et c'est de la pensée où et l'exercice philosophique et l'exercice psychanalytique se soutiennent l'un l'autre. Voilà. Donc, voilà, des mots, des concepts pour essayer d'entrer dans ces territoires dont je pense qu'ils peuvent soutenir l'exercice psychanalytique là où il est provoqué par le réel qu'il rencontre. Je propose qu'on t'applaudisse. Parce que, voilà, je trouve que tu nous as fait un cours exceptionnel. Voilà, ramasser en une heure tout ce parcours, c'est assez fantastique, sans que personne s'endorme. J'ai regardé un peu les gens, et personne s'est endormi. Ce qui est quand même un bon signe, parce qu'en général, après 45 minutes, les gens commencent à s'endormir, donc ici, pas du tout. Et alors, l'autre chose que je me disais, c'est que, voilà, c'est un séminaire d'une année, quoi, que tu as rassemblé en une heure, parce qu'évidemment, il y a tellement, tu ouvres tellement de choses, tu amènes tellement de concepts, etc., tout en les reliant et en les explicitant d'une manière, je trouve, très, très, très accessible, que voilà, avec nos 20 minutes de discussion, on va évidemment pas aller très, très, très loin. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est une introduction, c'est une entrée, enfin, ce sont des entrées, et de cela, voilà, je crois qu'on doit te remercier énormément. Alors, bon, peut-être, est-ce qu'il y a déjà... Moi j'ai toute une série de questions dans la tête et en partie sur papier, mais je voudrais peut-être d'abord, avant de me lancer, que vous voir un petit peu quelles seraient les questions ou les points sur lesquels vous aimeriez peut-être l'un ou l'autre intervenir ou commenter ou demander un éclaircissement. Voilà. Oui. Peut-être vous rappeler votre nom si vous voulez bien. Jean-Jacques Juliette. Vous avez beaucoup parlé de skise et Lacan parle énormément de nœud. Et donc je voulais savoir comment vous situez le nœud borroméen par rapport à ce qui se nouage, cette tentative de nouage. Ce que vous en pensiez et comment vous la situez par rapport à la skise. Alors je pense que j'essaierai de faire un rapport entre le nœud borroméen, comme vous en parlez, et le devenir sujet. Pour dire les choses encore autrement, c'est très très clair dans Qu'est-ce que la philosophie. La donne de départ, si vous voulez, que Deleuze prend en considération, c'est ce qu'il appelle le chaos en fait. C'est ce qu'il appelle le chaos, et il dit bien le chaos, d'une certaine façon, il peut aussi bien être dans la réalité physique, la physique quantique, elle nous expose à ça, que le chaos mental. Et que tout l'exercice de la pensée, selon Deleuze, c'est, il dit, les forces de la pensée, elles sont dans le chaos.
Si je veux ne pas avoir affaire au chaos, je vais construire quelque chose de tout à fait artificiel et qui va provoquer des catastrophes. Donc, c'est avec les forces du chaos qu'il s'agit de penser. Seulement, donc il faut aller à la rencontre de ce chaos, sinon on ne pensera pas. Seulement, si on va à la rencontre du chaos et qu'on se fait happer dedans, on ne pensera pas non plus. Et donc tout l'exercice de la pensée, c'est de... J'ai parfois essayé de dire ça comme ça dans le bouquin, peu importe, c'est de lutter contre le chaos, mais avec le chaos. Et donc l'exercice de la pensée, c'est de produire, alors on peut dire du devenir sujet, où le chaos ne sera pas dénié, il ne sera pas forclos, mais il aura permis des mises en forme viables. Et Deleuze propose 3 modalités de la pensée fondamentale, ce qui me paraît quand même assez, et notamment dans la tradition européenne, assez juste: l'art, la science et la philosophie. Et son bouquin, j'aurais pu en parler, mais voilà, il faut se limiter. La fin de Qu'est-ce que la philosophie? Il essaie de montrer en quoi l'exercice de la philosophie est un exercice de la pensée qui lutte contre le chaos avec les forces du chaos, mais sur un mode tout à fait différent de la science, qui fait la même chose, mais pas de la même façon. Ou que l'art, qui fait aussi la même chose, penser, mais pas de la même façon. Et dans ce livre que j'ai écrit, j'ai essayé d'articuler que, et alors là, en m'aidant d'ailleurs du nœud borroméen, j'ai essayé d'articuler que peut-être le lieu de la psychanalyse et du devenir de la psychanalyse, c'est au centre de ce nœud. Est-ce qu'on peut vraiment soutenir la praxis analytique sans qu'il y ait de la science dans l'exercice même de la psychanalyse? Je ne crois pas. Mais si on ne voulait faire que de la science, ça n'irait pas non plus. Je pense qu'il y a aussi une dimension artistique dans l'exercice de la psychanalyse. C'est un art, comme la médecine est un art. Et je pense que si vraiment on s'expose au chaos dans la rencontre analytique, alors il va falloir penser aussi avec la philosophie. On ne pourra pas faire sans. Et la proposition que j'aurais, c'est de situer l'exercice psychanalytique comme au cœur de ce nouage borroméen où il y a de la philosophie, il y a de la science, il y a de l'art. Mais que l'enjeu essentiel, ce n'est pas de produire une œuvre d'art, ce n'est pas de produire une œuvre philosophique, ce n'est pas de produire une œuvre scientifique, c'est de soutenir le devenir sujet de la personne qui s'est exposée au dispositif analytique. Et vu comme ça, une liberté de manœuvre considérable. L'essentiel est de soutenir le devenir sujet de cette souffrance entre chaos et opinion. Peut-être j'aurais voulu repartir de cette idée de chaos qui, je pense, vient quand même de c'est ce que tu as appelé la pathoanalyse, c'est-à-dire que effectivement, ce sont les formes des dysfonctionnements qui amènent à s'interroger sur leur nature. Alors, le chaos, pour moi, dans cette double polarité que tu décris, il y a quand même, alors on peut dire soit 2 versants, soit 2 choses différentes. Pour moi, il y a quand même au départ quelque chose que j'appellerais l'informe, suivant cela Winnicott, et qui serait la forme, on pourrait dire, saine, non problématique ou un des versants du chaos. Et puis, il y a ce qui se rencontre effectivement dans les formes pathologiques, et notamment dans l'autisme, qui est déjà une sorte d'organisation défensive de cet informe qui n'a pas pu se mettre en forme
notamment dans la relation primaire avec un environnement maternant. Et je crois que ça a quand même une certaine importance de différencier les deux. Winnicott dit d'ailleurs que le chaos est déjà une forme d'organisation. C'est-à-dire que ce serait au fond un échec de ce devenir sujet dont tu parles, et qui implique alors autrui. Et cet autrui, je trouve ça très, très joli, la manière dont ça a été amené, parce que cet autrui n'est pas au départ un objet. Il est amené à le devenir. Mais au départ, cet autrui est à peine un lieu, ça peut être un lieu de cette espèce d'unité primaire dont parle Winnicott, l'unité primaire bébé-environnement. Donc quelque part dans ce soi qui est encore non localisé dans un corps et que c'est cette rencontre avec cet autrui qui est déjà, enfin, qui ne peut pas être différencié, mais qui est quand même déjà donc il est à la fois dedans, dehors, enfin, parce qu'il n'y a pas encore de dedans, dehors, mais il est quelque part d'un peu différent. Donc c'est intéressant de laisser cette espèce de formulation bizarre et vague et contradictoire pour indiquer qu'il y a déjà quelque chose, mais qui n'a pas encore pris cette forme. Voilà. Et que cette rencontre-là, elle est ce point de départ. Alors, donc ça, c'est tout cet axe du devenir sujet dont tu as donné, je trouve, des éléments très très importants. Je vais peut-être quand même reprendre quelque chose que j'ai trouvé très très joli, parce que donc, au départ, il y a ces éléments perceptifs, ce champ sensoriel, ces expériences sensorielles, qui sont une sorte de bouillonnement, de matériaux bruts. Roussillon reprend toujours la matière première psychique, ce terme de Freud, et voilà. Et donc quelque chose, dans toute une série de choses vont se transformer. Dans l'autisme, c'est clair qu'il y a là déjà quelque chose qui pose problème. Mais en reprenant Hume, les travaux de Hume, enfin la théorie de Hume, tu décris bien comment, enfin, avec les concepts de Deleuze, justement, l'association d'idées va construire quelque chose qui va devenir l'entendement. Et que dans ce mouvement-là, tu dis, alors Deleuze parle de plans d'immanence, différents plans d'immanence qui sont en fait des concepts qui se mettent ensemble petit à petit. Alors, dit comme ça paraît très très abstrait, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit. Puis toi, tu dis, très concrètement, le plan d'immanence dont il est question, donc ce rassemblement d'idées perceptives, d'idées qui viennent de sensations, ce sera d'abord qu'il puisse y avoir rencontre entre l'enfant et les soignants. Mais pour que cette rencontre soit possible et devienne possible, il faudra lui trouver les concepts pertinents. On se dit, oulala, les concepts pertinents. Avec un tel, ce sera simplement rester assis quelques minutes à ses côtés. Un concept. Rester quelques minutes assis à ses côtés. C'est un concept. Voilà. Je trouve que, avec tel autre, lui frapper dans les mains mais sans la regarder. Avec tel autre, encore, faire comme s'il n'était pas là. De tels concepts, c'est le plan immanent de la rencontre qui assure entre eux leur raccordement, pendant qu'ils assurent eux-mêmes le peuplement du plan de la rencontre. C'est ainsi qu'après avoir fait comme si tel jeune n'était pas là, alors, nouveau concept, nous pouvons lui dire bonjour sans provoquer de crise. Le raccordement des concepts assurés par le plan pourra dès lors se faire avec des connexions toujours croissantes. Enfin, je trouve que ça montre très bien que ce qui pourrait paraître complètement abstrait, dans ta clinique, tu l'utilises d'une manière qui est très parlante et qui montre comment, enfin, où il faut se situer, parce que tu dis très bien dans ton livre que toutes ces manières de penser le devenir sujet, il faut que le thérapeute, le clinicien, se mette dans cette position de ce devenir-là, à ce niveau-là du devenir, et qu'alors quelque chose peut émerger. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment, enfin, voilà. C'est là où ce que tu dis, la philosophie,
voilà, vient vraiment travailler et être travaillé par la clinique. Et je trouve que des exemples comme ceux-là, ils sont vraiment extrêmement parlants. Et peut-être juste encore un deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que, et qui rejoint l'article que Nadine, tu m'as envoyé d'un auteur qui s'appelle Florent Gabaron-Garcia. J'imagine que non, tu ne connais pas du tout. Enfin voilà. Et donc qui insiste beaucoup sur la question du politique. C'est-à-dire qu'il écrit, par exemple, « L'enjeu est de concevoir l'inconscient non comme une scène structurale qui se répète avec les mêmes acteurs oedipiens, mais comme une machine de production non isolée du reste de la réalité. Ce n'est pas que l'Oedipe n'existe pas, mais il faut plutôt cerner avec quoi il est branché. » Il dit encore « L'inconscient n'est pas hors de l'histoire, hors des productions matérielles du social qui le font, sans pour autant l'y réduire. Il n'y a pas d'invariants structuraux de l'inconscient. » C'est-à-dire que ce que tu as dit, c'est le point de départ au fond de ton exposé, hein, cette idée que voilà, la psychanalyse ne naît pas dans n'importe quel contexte, elle naît dans un capitalisme qui n'est pas encore véritablement pensé comme tel par toute une série de gens, dont Freud, et que maintenant, voilà, toute une série d'éléments nous obligent à prendre en compte l'impact majeur de ça, et que dès lors, la psychanalyse d'aujourd'hui ne peut plus être la psychanalyse d'avant. Alors, une série d'auteurs, enfin, dans nos registres habituels à nous, Winnicott, Bion, nous aident à penser cette transformation fondamentale. Mais je trouve que Deleuze et Guattari, dans la proposition que tu nous en fais, sont vraiment des auteurs qui, effectivement, et Deleuze en particulier, amènent quelque chose qui sont des portes, hein, comme tu l'as dit. C'est juste un tout petit mot, parce que quand vous disiez tout à l'heure, effectivement, moi d'abord vous dire que j'ai connu Deleuze et Guattari avant-hier. Et les hasards de la vie font que je suis dans un autre séminaire qui s'appelle le Psychanalyse dans la Cité, et donc qui est beaucoup plus branché du côté du politique. Oui. Et quand vous disiez, il y a une psychanalyse avant, il y a une philosophie avant, une philosophie après, il y a une psychanalyse avant et après, Deleuze et Guattari, moi ce qui me venait, c'est, j'y connais rien, j'ai lu cet article que j'ai envoyé tout de suite à Jean-Paul, mais au niveau du rapport aux politiques, ou dans ce que je n'ai compris, c'est que Guattari peut aussi donner des outils. Enfin, l'association qui m'est venue, c'est une phrase d'Aristote, qui dit « le poisson ne connaît pas l'eau ». Et je pensais à la patho-analyse de Scott. Moi j'ai suivi des séminaires de Scott à Louvain quand j'étais jeune, et où effectivement peut-être quelque chose qui change, mais je pense qu'il commence seulement à changer, c'est que Freud n'a pas pensé un seul instant. Vous dites aussi, vous, c'est la même chose que je vous disais, il n'y a pas de pensée qui soit inscrite qui ne soit pas inscrite dans une matière. Eh bien, la pensée de Freud, il n'avait pas conscience qu'il était dans cette eau-là. Hein? Et je pense que c'est aussi à cause du fait que quand même la pathologie capitaliste est vachement aggravée quand même entre l'époque de Freud et maintenant, et que maintenant le psychanalyste ne devrait plus, je pense qu'il y en a beaucoup qui quand même ne devrait plus pouvoir penser ce qu'il fait en ne pensant pas dans quoi il est. Et là, quand même, apparemment, et moi, je ne connais pas, mais apparemment, en tout cas, M. Gabaron, là, que j'ai un peu lu, disait que vraiment, Deleuze et Guattari donnent des outils vraiment importants pour penser ça. C'est ce que je retrouvais dans ce que vous disiez aussi. C'est fait, et que la question de la psyché ne soit pas pensée comme une affaire d'intériorité, hein, qui serait sans rapport avec l'extériorité politique, l'extériorité sociale, l'extériorité matérielle, etc. Et que, pour le redire avec Guattari, les machines, les flux sensibles, devenir sujet, rester sujet, doit tenir compte de ça. Un petit outil conceptuel en plus que j'ai d'une certaine façon découvert en préparant ces notes-ci. Deleuze, lisant Hume, met bien en évidence le fait que nous sommes d'abord ce par quoi la sensibilité nous impacte.
plus de lumière, moins de lumière, etc. Et que tout ça, en fait, c'est un bouillon de culture. Mais alors, Hume fait remarquer que le minimum de mise en ordre, elle aurait dit, excusez-moi, ça c'est l'esprit, cette espèce de bouillonnement de ces impacts qui viennent d'une certaine manière comme des atomes s'inscrire, hein, ou se situer, ça c'est l'esprit. Et du coup, la question de Hume, repérée par Deleuze, c'est cet esprit-là, qui est une espèce de mouvement brownien, comment ça devient sujet? C'est une bonne question quand même, hein? Et quand vous travaillez avec des autistes, vous allumez la lampe, il devient la lampe que vous avez allumée. Vous éteignez la lampe, il devient la lampe que vous avez éteinte. Vous introduisez ceci, etc. Et donc, comment va-t-il devenir qui il serait? Et alors, Hume fait remarquer que, assez spontanément, l'humain vient mettre un minimum d'ordre dans tout ça grâce à des principes d'association. Contiguïté, ressemblance, causalité. Deux idées, deux sensations sont proches l'une de l'autre, par contiguïté. Je vais les penser ensemble. Ou bien une ressemble à l'autre. Je vais les penser depuis leur ressemblance. Ou bien je constate que ça se répète et donc je me dis, ah ben tiens, ça c'est la cause de ça. Alors, Hume fait remarquer que cette ressemblance ou cette contiguïté ou cette causalité, jamais vous ne la trouverez. Elle n'est nulle part, c'est une production de l'humain, semble-t-il. Alors ce que je crois avoir découvert, en relisant Deleuze, etc., c'est que la plupart du temps, nos opinions, elles sont construites comme ça. Nos opinions, on opine, parce que, sans même s'en rendre compte, on a laissé ce principe d'association faire son boulot. Contiguïté, ressemblance, causalité. Et on se crée un petit monde, une illusion de moi, comme ça, qui fonctionne. Alors là où les psychotiques sont intéressants pour le philosophe, c'est que le psychotique, il n'est pas d'accord avec cette opinion. Cette opinion, elle le terrorise, elle est conne, donc et du coup, Deleuze est là à « oui, mais alors, l'opinion, c'est pas la pensée ». Puisqu'il y a des sujets qui viennent nous montrer que cette opinion, c'est-à-dire ce travail de contiguïté, de ressemblance, de causalité, ne prend pas. Et c'est là la provocation. Et alors, du coup, si le psychotique vient me dire que mon opinion, ce n'est que de l'opinion, c'est pas de la pensée, ça va devenir quoi penser? Ce sera quoi? Et alors, c'est tout le travail, et où je trouve que comme psychanalyste, on est vraiment invité à soit le patient a fait voler en éclats tout ce qu'on pourrait soutenir d'opinion en face de lui, combien de fois on vient avec une espèce de bon sens pour essayer de rafistoler les choses, et hop, ça tient pas la route, ou bien alors on a de la névrose bien serrée, et on essaye de dynamiter les opinions parce qu'elles sont mortifères. Et donc c'est bien le travail de la pensée au sens que Deleuze nous invite à prendre en considération. Et alors du coup, tu as la skise, l'esprit avec ses mouvements browniens, tu as les principes d'association qui viennent un peu figer ça, qui produisent de l'opinion sujet, qui produisent du sujet, mais figé, comme urdoxa, comme opinion de haut niveau. Et Deleuze dit, oui, mais avec ça c'est pas pensé. Ça, c'est folklore des puissances de vie, etc. Et donc, comment rouvrir le sujet à la skise pour aller du côté d'un devenir sujet et pas d'un être sujet? C'est peut-être là la place du besoin d'illusion, quand même. Alors voilà. Et ce qu'il y a, c'est tout à fait. Et finalement, quand quelqu'un a réussi à construire une illusion qui réponde à son besoin, ben c'est déjà pas mal. Hein? Mais en général, ça commence par soit l'illusion ne tient pas, soit l'illusion indéboulonnable fait souffrir. Et alors là, ben, c'est là où le psychanalyste doit se mettre au travail, du côté de la construction ou de la déconstruction. Mais ce que dit Roussillon, et qui est intéressant, et dans son dernier livre en particulier, L'art psychanalyste, c'est que pour que l'illusion puisse se constituer, il faut pouvoir rencontrer un autrui qui supporte d'être un non-objet, c'est-à-dire de ne pas être
de se départir de son côté objet. Tout à fait. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une pensée vraiment excellente. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'on pourrait rebondir là-dessus en disant, moi j'ai l'impression, en tout cas avec les autistes, mais même à mon avis, c'est que l'autre en face de toi, pour qui tu es autrui, quelque part, il demande toujours que tu n'aies pas peur du chaos. Il vient toujours te présenter le chaos. Et la question de la jouissance chez Lacan, c'est un peu ça. Hein, c'est est-ce que tu vas avoir peur du chaos? Est-ce que tu vas boucher cette affaire-là? Ou bien, non pas qu'il s'identifie au chaos, mais il a besoin que l'autre en face n'ait pas peur du chaos, parce qu'alors il sait qu'il va pouvoir inventer. Bon, on pourrait continuer. Une dernière intervention. Un tout petit mot pour Florent Gabaron-Garcia, parce qu'effectivement, la question du devenir sujet, c'est vraiment la question politique, en fait. Et il avait écrit un article, je pense que c'était dans Libération il y a déjà quelques temps, qui s'appelait « La psychanalyse, un héritage politique endormi sur le divan ». Et là, il vient, maintenant, il y a quelques mois, de sortir aux éditions La Fabrique un livre qui s'appelle « Une histoire populaire de la psychanalyse ». Merci pour cette... Ah oui, formidable. Super. C'est ce livre-là qu'on va travailler. Ah, d'accord. Chouette. Oui, donc on voit où on voit que des pensées qui sont là depuis 50 ans, elles commencent à s'imposer parce qu'on souffre et qu'il faut bien aller chercher. Hume, ça fait beaucoup plus que 50 ans. Oui. Écoute, Antoine, merci beaucoup pour cette formidable soirée.